tout à fait. Donc, bonjour à tous, je suis Julie Perry, je travaille au comité Champagne. On s'est rencontrés pour la plupart déjà. Je vais vous faire une présentation sur les capteurs que nous utilisons en tant qu'interprofession champenoise, avec surtout donc, ce qu'on a déjà réalisé, les capteurs qui sont déjà utilisés et validés. Et j'évoquerai rapidement ce qui est en développement, mais là l'idée c'était à mon sens de plutôt vous présenter quels sont les capteurs que l'on utilise et quelles sont les applications pour les vignerons. Donc on a un peu d'attente, je vais essayer de meubler. C'est bon? On peut y aller? Ok, très bien. Donc voilà, la présentation est écrite en anglais. Si ça ne vous embête pas, je vais vous parler français, ce sera plus compréhensible. L'idée, donc, c'est d'essayer d'appréhender ce qu'est l'équilibre de la vigne. Donc je vais déjà essayer de le définir. Et comment certains capteurs peuvent nous aider à l'appréhender pour le piloter. Dans un premier temps, une grande question, qu'est-ce que l'équilibre de la vigne et comment le caractériser? Il y a plusieurs définitions de l'équilibre dans plusieurs domaines différents. C'est un mot qui est utilisé dans la langue, dans toutes les langues et dans énormément de domaines. Ce qu'on peut en résumer, c'est que l'équilibre correspond à un état de stabilité qui est de toute façon toujours renouvelé et retrouvé. En viticulture, et pour parler d'un pied de vigne ou d'une parcelle de vigne, on dira qu'un équilibre est acquis lorsque la parcelle ou le pied de vigne est stable. Cela étant, il y a énormément de vignes qui ne sont pas à l'équilibre, c'est-à-dire notamment si on pense à l'équilibre feuilles-fruits, c'est-à-dire certaines vignes qui produisent trop de fruits par rapport à leur feuillage, ou certaines vignes qui produisent plus de feuillage que de fruits. D'une manière générale, même si la vigne n'est pas à l'équilibre, elle retrouvera un équilibre qui lui est propre. Le problème, c'est que l'équilibre qui lui est propre n'est pas forcément celui que le producteur de raisin souhaite. Donc, quelques redéfinitions que vous connaissez certainement tous, mais quand même pour vraiment qu'on s'entende sur le vocabulaire, parce qu'on utilise généralement tous les mêmes termes, mais c'est bien de savoir ce que nous, on met derrière, en tout cas moi. Donc la vigueur, c'est ce qui va qualifier le rythme et l'intensité de la croissance. Donc on va pouvoir l'évaluer grâce à... Enfin, elle va être évoluée avec le diamètre des sarments ou des brins et la vitesse de pousse. Ensuite, il y a la puissance de la vigne. Donc la puissance, ça va être la matière sèche produite pendant la saison. Donc là, ça va être avec de la pesée de bois de taille, par exemple, ou alors la pesée des grappes. Et enfin, la croissance végétative, qui va être donc la partie de la puissance qui correspond aux organes végétatifs, feuilles, et à la biomasse produite, feuilles, pendant la saison végétative. Et donc là, ça va être la surface foliaire, qui sera un indicateur, et le nombre de brins. Qu'est-ce que l'équilibre souhaité ? Ça va être tout le volant de stock qui sera donc de réserve que la vigne aura faite pendant la saison. La maturation des baies est bien sûr intégrée dans l'équilibre souhaité et également aussi la récupération des réserves qui ont été utilisées pendant la saison. Rétribution. Donc, comment on évalue un équilibre souhaité? Là, pour le coup, c'est assez personnel. Les stocks sont suffisants. Les rendements sont satisfaisants et la qualité des raisins est satisfaisante sans avoir une vigueur excessive, puisque si on a une vigueur excessive, on est donc dans un excès, il va y avoir retournement d'équilibre. Voilà un petit schéma qui rappelle donc l'équilibre qu'on souhaite. La vigne à l'équilibre, ça représente quand même. On a quand même un large spectre d'action pour pouvoir l'avoir. Pour autant, c'est pas si fréquent. En Champagne, d'une manière générale, on va plutôt être très à droite dans tous les niveaux. Donc avec des hauts rendements, des qualités qui sont malheureusement parfois un peu très tributaires des conditions météorologiques, puisqu'on a des vignes souvent très vigoureuses. Et donc on chercherait plus à tourner vers le vert. Donc, simplement pour rappeler les profils des vignes selon leur vigueur ou leur expression végétative. Donc là, on a peu de brins et en plus, ils sont fins. Donc on est sur une vigueur faible et une expression végétative faible. Et là, on va être sur une vigueur faible, mais avec une expression végétative forte. Donc, ce n'est pas l'équilibre non plus. Ensuite, on peut avoir une vigueur forte, mais une expression végétative faible. Donc des gros diamètres de sarments, mais peu.
Et là, on va être sur une vigueur forte et une expression végétative forte qui ne correspond pas forcément non plus à un équilibre. Mais c'est simplement les 4 profils de parcelles qu'on est amené à rencontrer. Alors désolé, il y a une petite animation qui ne fonctionne pas, mais quels sont les paramètres qui gèrent et qui régissent l'équilibre de la vigne? Donc bien sûr, il y a le climat, donc la température et les précipitations qui jouent beaucoup. Il y a le sol, avec bien sûr la réserve utile en eau, mais également la fertilité du sol. Et bien sûr, il y a les vignerons, qui eux donc vont devoir répondre et qui vont avoir des modes de conduite en lien avec les demandes du décret d'appellation, leurs objectifs personnels de rendement, de qualité. Les décisions politiques qui, là, pour le coup, ne sont pas forcément gérées par eux, mais par les présidents des syndicats, etc. Et puis, il y a aussi leur mode de conduite vraiment à proprement parler, la taille, à quelle hauteur ils vont essimer et rogner, comment ils vont fertiliser ou apporter leur amendement, comment ils vont gérer leur protection phytosanitaire, quel matériel végétal ils vont choisir, et également quel couvert végétal ils vont choisir et comment ils vont gérer leur travail du sol ou leur enherbement. Tout ça, évidemment, va jouer donc principalement sur la vigne, mais également sur les rendements, la qualité des fruits et bien sûr la vigueur et l'expression végétative. Donc maintenant, on a revu, on a brossé toutes les définitions qu'on pouvait souhaiter connaître. Donc maintenant, on sait ce que c'est l'équilibre, comment est-ce qu'on atteint l'équilibre qu'on veut. Donc pour pouvoir gérer cet équilibre, il faut pouvoir évaluer tous les paramètres que j'ai évoqués. On peut le faire à l'œil, puisqu'effectivement c'est quand même très efficace comme capteur. On est capable d'évaluer si le feuillage est dense ou pas, s'il est vert ou pas, s'il y a beaucoup de fruits ou pas, la taille des grappes, si elles sont saines, etc. Pour autant, donc ensuite c'est stocké dans notre cerveau, mais notre cerveau c'est le nôtre. Il est quand même sujet à de la subjectivité. Et en plus, il est sujet à une mémoire qui n'est quand même pas non plus toujours, même si elle peut être très compétente et très performante, c'est quand même pas autant qu'un disque dur. Voilà, donc maintenant, comment est-ce qu'on évalue tous ces paramètres et comment on les gère? Donc ici, ça a été évoqué, et de toute façon, le but, c'est quand même pas de rappeler tous les principes des capteurs, puisque je sais que les personnes qui vont intervenir sur la journée vont pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'explication. Donc là, c'est vraiment plus général. Mais l'objectivité donc, des capteurs embarqués, l'objectif, c'est d'avoir donc justement quelque chose d'objectif comme mesure, contrairement à notre œil, qui soit automatique et dont le stockage est facile. On peut faire donc de la cartographie en densité, on aura des connaissances à toutes les échelles, de la plus petite au niveau de la parcelle ou même en intraparcellaire jusqu'à l'échelle d'une appellation, d'un coteau, d'une région. On aura connaissance de la variabilité et ensuite on aura donc également possibilité, ça a été évoqué rapidement, de pouvoir gérer juste les variabilités intraparcellaires ou entre parcelles au sein d'une même exploitation. Il y aura donc de la télédétection, des capteurs souvent qui sont placés par drone. Donc j'ai mis quelques noms d'entreprises, mais c'est simplement celles avec lesquelles on a travaillé pour l'instant. Et donc il y en a qui seront plus tournés vers une mesure de l'expression végétative du feuillage, et d'autres qui sont plus liés à la détection de maladies type flavescence dorée, puisque le feuillage est jaune, et donc qui se cantonnent entre guillemets à la détection de maladies du bois. Ensuite, il y a la proxy-détection, donc là, les capteurs qui sont embarqués au champ, et donc avec notamment ceux qu'on utilise plus fréquemment en Champagne, le Green Seeker, multiplex qui a été largement testé et dont je ne vais pas développer puisque je sais qu'il y a une présentation après, le PhysioCap et une caméra multispectrale qui est encore en cours de développement et qui, elle, travaille, donc elle est multispectrale, donc sur toutes les longueurs d'onde, et qui serait amenée à détecter non seulement la densité de la végétation, mais également des synthèses de molécules liées à la défense de la vigne, donc éventuellement des détections précoces d'attaque de certaines maladies cryptogamiques. Donc pour en revenir à notre équilibre de notre vigne et comment les capteurs peuvent nous aider à l'obtenir, on va avoir au niveau de l'expression végétative des mesures de la biomasse des feuilles, donc grâce au Green Seeker, grâce également au multiplex, et également pendant l'hiver, plutôt grâce au PhysioCap.
On va avoir au niveau du métabolisme des capteurs également, donc les capteurs qui vont pouvoir donner des indications sur le fonctionnement du métabolisme primaire, donc notamment le multiplex qui va mesurer l'azote et la chlorophylle des feuilles, et le métabolisme secondaire grâce au multiplex toujours qui mesure certaines molécules présentes dans les grappes. Et enfin, donc aussi qui peut également donner quelques éléments sur la synthèse de molécules liées à la défense des plantes. Pour l'hiver, donc on va avoir le physiocap qui est donc le capteur de bois de taille, et pour la vigueur également, donc le capteur de bois de taille, donc le physiocap permet de mesurer le diamètre, le nombre de sarments, et donc d'avoir une biomasse par mètre carré ou par cep de bois. Un exemple précis et particulier, c'est le domaine expérimental de Plumecoq que le comité Champagne gère. Donc vous avez tout le domaine qui est d'un seul tenant. Et donc là, ce sont les cartographies issues des mesures Greenseeker et des mesures multiplex avec l'azote foliaire. Et donc ce qui est intéressant déjà, c'est de retrouver les zones plus ou moins fortes, plus ou moins puissantes ou plus ou moins vigoureuses. Enfin surtout puissantes et fortes. Donc voilà, les zones les plus avec la densité végétative la plus importante sont ici, et on voit que ça correspond à peu près à l'azote foliaire présent dans les feuilles. Donc maintenant, ok, très bien, on sait faire ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc le physiocap qui viennent compléter aussi les analyses de sol permettent de connaître les caractéristiques de son sol, sa vigueur et la biomasse. Ça c'est également avec le physiocap, la biomasse bois. Et ça donne le potentiel, en fait, le potentiel de sa parcelle, le potentiel de son pied de vigne. En ce qui concerne la haie foliaire, ça va plutôt caractériser l'année, puisque quel que soit l'équilibre de sa vigne et la vigueur, on va avoir connaissance de si l'année, et j'y reviendrai, est plus ou moins facilitante pour la pousse des feuilles ou pas. Et ça va être plutôt grâce au multiplex et au Greenseeker. Et donc ça nous donnera, certes, ça sera compte tenu bien sûr du potentiel vigoureux de la vigne à la base, mais bien sûr, c'est vraiment l'intérêt de pouvoir connaître le profil de l'année. Et ensuite, sur le vin, le capteur qu'on a, c'est la vendange. Quelle est la qualité de mes raisins? Comment est-il mûr? Quels sont ses paramètres analytiques? Et est-ce que, évidemment, je suis satisfait du produit fini? Et donc ça, c'est l'agronome, le technicien, qui peut gérer tout ça, ou le chef de culture. Maintenant, on va vraiment parler d'une parcelle en particulier, qui est la parcelle qu'on appelle terroir à Plumecoq, et qui a la particularité d'être répartie en 3 blocs, un bloc haut, un bloc intermédiaire et un bloc bas, et dont les 3 cépages, donc chardonnay en vert, pinot meunier et pinot noir, sont disposés en carré latin. Parce que chaque bloc a des spécificités très différentes. Le bloc du haut est particulièrement contraint, que ce soit au niveau de l'eau et de l'azote. Donc les vignes sont, on le verra, généralement moins vigoureuses, alors que le bloc du bas, déjà est très peu contraint au niveau de l'eau, très peu contraint au niveau de l'azote, les rendements sont supérieurs et la vigueur est supérieure. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir avoir, avec un matériel végétal similaire, des interprétations en fonction du paramètre agronomique et du statut agronomique des parcelles. Donc ce qui est fait depuis des années sur ces parcelles-là, cette parcelle-là, c'est bien sûr des mesures de rendement, évidemment, les suivis de la maturation, des suivis pied à pied des maladies du bois, mais également des suivis très poussés de la phénologie et des maladies cryptogamiques, et bien sûr je n'y arrive plus. Pardon, la Total Leaf Area, je ne trouve plus le mot en français, je ne sais pas pourquoi, mais peu importe, je suis sûre que vous avez compris. Surface totale, voilà, merci, surface foliaire. Ensuite, on a donc les mesures faites avec ce qu'on va appeler des capteurs fixes. Donc, il y a des sondes d'eau dans le sol, et puis il y a aussi des stations météo sur le domaine, qui permettent vraiment de connaître en temps réel la situation de la parcelle. Et enfin, donc, il y aura les mesures faites avec des capteurs embarqués, donc soit de la télédétection, il y en a eu, le multiplex, le Greenseeker et bien sûr le physiocap. Et donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Alors, première conclusion sur 2 années, qui sont 2 années à profil très différents, c'est pour ça qu'on les a choisis, grâce au niveau d'azote dans les feuilles, issus du multiplex. Donc, pour les 3 cépages de cette parcelle, on constate qu'on a des comportements de cépages différents. Bon, d'accord, mais on a aussi donc des comportements selon l'année différentes. Et on voit que 2011, globalement, a été particulièrement basse en termes d'azote dans les feuilles.
Je reviendrai là-dessus pour vous expliquer pourquoi. Et on constate que le meunier a quand même un comportement un peu moins vigoureux. Bon, c'est pas non plus pour ceux qui vivent en Champagne ou qui connaissent bien la Champagne, savoir que le meunier est un peu moins dense, un peu moins vigoureux que les autres cépages, on n'a pas forcément besoin de capteurs pour le savoir. Mais on constate surtout donc que 2010, globalement, on avait un niveau d'azote relativement élevé qui a un peu diminué au moment de la maturation, rien d'étonnant. Alors maintenant, si on couple donc ce que je viens de vous montrer, le niveau d'azote dans les feuilles, avec l'expression végétative, la densité du feuillage mesurée grâce au Green Seeker, le NDVI, on constate que là, par contre, 2011 était vraiment différent au début. Pour les 3 cépages, on a un comportement, une allure à peu près similaire, mais que ça a rattrapé 2010 à partir de la véraison. Bon, il y a 2 raisons à ça. Déjà, c'était rogné, donc forcément, une fois que les vignes sont rognées et ont à peu près même gabarit, c'est difficile de les différencier d'un millésime à l'autre. Mais bien sûr, on voit quand même que 2011 a vraiment eu du mal, la pousse a été très lente au début et que finalement, elle a quand même réussi à un certain temps à rattraper un gabarit à peu près normal. Pourquoi ? 2011 a été une année assez hors norme en Champagne, avec une contrainte hydrique très forte au printemps et à la floraison. Donc l'azote n'a pas du tout été minéralisé, pas du tout utile pour la plante. Et finalement, il y a eu des pluies, heureusement, à partir du début de la véraison, ce qui a permis de minéraliser l'azote et de pouvoir être utile à la plante. Mais si on s'était contenté d'avoir le résultat NBI, qui est quand même intéressant, on n'aurait pas pu avoir cette explication-là. Du coup, cette idée nous a dit, bon, très bien, on a un indice brut qui nous apporte quand même une connaissance sur des paramètres agronomiques, mais qui ne nous permet pas d'avoir une connaissance poussée en la comparant à d'autres années, d'autres cépages. On ne peut avoir qu'une situation par rapport à une parcelle à un moment donné. Donc l'idée, ça a été de combiner les indices pour pouvoir les comparer et avoir vraiment se dire, bon, puisque je connais tout de ma parcelle et que j'ai 2 indices qui sont probants, je vais pouvoir vraiment comparer les cépages entre eux, vraiment comparer les millésimes entre eux. Et donc on l'a appelé CNN, parce que c'est un indice qui nous apporte un haut niveau d'information. Et contrairement à ce que certains peuvent dire, mais bon. Et donc, voilà, on a cet indice qui correspond à l'expression végétative et par la concentration d'azote, donc le NDVI par NBI. Et ce que ça donne, ça remontre, quand on compare les 2 millésimes, ce qu'on savait déjà, c'est que 2011 a été une année plus faible en matière de puissance, de vigueur et d'azote dans les feuilles que 2010, très bien, ça on le savait. En revanche, on va quand même constater qu'on a déjà des comportements de cepage vraiment, vraiment différents. Le meunier sera toujours en dessous. Et on va constater qu'alors qu'on croyait quand même que finalement la pluie de fin de saison avait permis de rétablir un petit peu de puissance à la vigne et une belle croissance végétative, finalement, oui, ça a été mieux. Malheureusement, l'azote qui a manqué à la floraison, qui est quand même un stade crucial, n'a jamais permis d'avoir une croissance suffisante. Et n'a jamais permis du coup de rétablir les stocks pour la plante et une remise en réserve finalement suffisante. Forcément, ça s'est ressenti sur 2012. Pour autant, voilà, pour finir, c'est simplement l'idée, c'est de montrer qu'on a ensuite des paramètres chimiques qui nous montrent donc l'azote dans les mous, qui est un paramètre très important, notamment pour les fermentations. Donc là, on est sur toujours la parcelle terroir. On voit que, sans trop de surprise, l'azote s'est concentré dans les grappes, là où il y avait moins de grappes. Finalement, les parties les plus généreuses en rendement ont dû répartir l'azote dans les grappes. Et le CNN montre bien que regroupe assez bien la puissance de la vigne au rendement. On a même donc regardé les corrélations, on a des R2 assez satisfaisants, quelle que soit l'année. Donc ça prouve bien qu'on a pu quand même pouvoir trouver un moyen d'expliquer le comportement agronomique de la vigne selon une année, quel que soit son cépage, et en pouvant dire, puisqu'on a tel volume foliaire et tel azote dans les feuilles, on peut espérer un rendement plus ou moins élevé. Donc pour finir, je reviens sur mon axe bois, foliaire et vin. Une fois qu'on sait tout ça, on peut bien sûr gérer sa fertilisation, son amendement, notamment en azote, bien entendu. On peut gérer sa bande enherbée, selon l'année, savoir s'il va falloir la réduire, faire un peu d'estivage ou pas, ou la développer, et bien sûr, gérer sa taille.
En ce qui concerne la haie végétative, on va pouvoir travailler, bien sûr, si on est dans des parcelles contraintes et faibles, on va pouvoir jouer sur des apports de fer, des apports d'azote foliaire éventuellement également. Bien sûr, jouer sur la hauteur de rognage, ça c'est la base. Et ensuite, gérer ces fongicides. Si on a une vigne à l'équilibre, on peut espérer qu'elle soit moins sensible, puisqu'une vigne trop vigoureuse est quand même largement plus sensible aux maladies cryptogamiques. Et enfin, sur le vin, donc on va avoir bien sûr les suivis maturation qui vont pouvoir permettre de faire de la sélection parcellaire, mais surtout, on est à la recherche de nouveaux indicateurs de maturité. Au CIVC, on a déjà testé le Smart Grape qui vient d'être montré. Nous, c'était vraiment dans une optique de pouvoir déterminer la compacité de la grappe, afin de pouvoir déterminer, puisque plus une grappe est compacte, plus elle risque d'être sensible aux parasites de fin de saison comme le botrytis. À ce jour, ce n'était pas encore assez concluant à notre goût. Ça demandait énormément de traitement de données derrière. On travaille aussi sur des éléments de maturité mécanique, qu'on va appeler, donc avec des mesures de pénétration des baies et de souplesse de la baie. C'est très intéressant, mais pour l'instant, c'est encore un peu aussi prématuré de le présenter. On n'a pas de résultats qui soient suffisamment probants pour pouvoir... voilà. Ça nécessite au moins 3 années de mesure et on va faire cette année la 3e. Donc peut-être que l'année prochaine, on pourra aller plus loin. Voilà, simplement, donc, toutes ces analyses agronomiques permettent aux exploitants de pouvoir gérer l'équilibre de leur vigne, ce qui était donc l'objectif de base, et ce qui reste un objectif au quotidien. Je vous remercie.